commencer. Merci, Monsieur Taillé. Bonjour, chers collègues, messieurs les présidents, Madame la directrice. Nous poursuivons donc nos travaux consacrés au volet environnemental de l'autoroute A69. Je souhaite donc la bienvenue à Monsieur Jean-Louis Battut, maire de Val-du-Rhin, qui est président du syndicat d'aménagement et de gestion des eaux de la Goutte. Bonjour, Monsieur Attut. Je souhaite également la bienvenue à Monsieur Gilbert Hébrard, conseiller départemental de Haute-Garonne, président du syndicat d'aménagement et de gestion des eaux de Hers-Mort-Giroux, président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours de Haute-Garonne et président du PETR du pays Lauragais et enfin ancien maire de Vindines. Messieurs, Voilà. merci de venir devant notre commission. Vous avez tous deux en commun d'être des élus locaux, de territoire depuis plusieurs décennies, c'est-à-dire que vous connaissez bien vos départements, celui du Tarn et de la Haute-Garonne. Vous le savez, le projet d'A69 impacte plus d'une vingtaine de cours d'eau, et c'est à ce titre, en tant que président de syndicat d'aménagement et de gestion des eaux, donc les SAGE, que nous avons souhaité vous entendre. L'eau est en effet une ressource vitale dont la gestion est de plus en plus difficile en raison notamment du dérèglement climatique. Et c'est donc à ce titre que nous avons souhaité que vous puissiez être entendu et nous expliquer quel était le rôle des sages dans le projet de l'A69. Je me permets de vous rappeler que cette audition est publique, elle est retransmise sur le portail de l'Assemblée nationale et je vais vous demander de satisfaire à quelques prescriptions au titre de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires en vous demandant de prêter serment. Donc je vais donc préalablement vous demander de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, et de dire je le jure, en commençant par Monsieur Hébrard. Ben, je le jure. Merci Monsieur Hébrard. Monsieur Battu. Oui, également, je jure de dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. Merci, messieurs. Sans plus tarder, je donne la parole à Madame la rapporteure, Madame Christine Arrigui. C'est à vous. Il n'avait pas allumé son micro. Bonjour à toutes et tous. Bonjour à Monsieur Battu et Monsieur Hébrard qui se ont rendus et qui viennent devant notre commission d'enquête. Donc l'A69 rencontre et impacte de très nombreux cours d'eau. On va le voir de façon plus précise dans le cadre du questionnaire qui vous a été envoyé. Or, ces cours d'eau forment, avec les zones humides et les zones agricoles, un équilibre fragile auquel on ne devrait toucher qu'avec grande précaution. Certes, l'homme a modifié la nature depuis des siècles, notamment pour les activités agricoles et sa propre subsistance, mais le dérèglement climatique exige des décideurs publics beaucoup de prudence quand de nombreux et grands projets sont lancés, provoquant des émissions de CO2 ou l'artificialisation des sols à rebours de la stratégie nationale que ce même gouvernement s'est fixé, donc la stratégie nationale bas carbone, ou des objectifs de la loi climat et résilience. L'eau est une denrée de plus en plus rare. Pardon, est-ce que j'ai un écho dans le... Voilà, excusez-moi parce que j'avais un écho dans le bureau. Donc l'eau est une denrée de plus en plus rare. C'est la sécheresse des sols qui conduit à la crise que connaissent nos forêts et à l'aridification de ces sols, particulièrement dans le sud de la France et particulièrement dans le plus au sud. Le Tarn est concerné, mais si on va un peu plus loin, les Pyrénées-Orientales, vous pourrez constater, j'y suis été il n'y a pas très longtemps, les dégâts liés à la sécheresse, tandis que certains veulent quand même faire des golfs, mais bon, ça c'est... un autre dossier, le projet d'A69 va inévitablement affecter les milieux aquatiques dont vous avez la charge. Alors, les commissions locales de l'eau des Sages que vous présidez ont donné un avis favorable au dossier d'autorisation environnementale dont elles étaient saisies, mais dans les deux cas, des réserves et les votes ont été assortis de réserves, voire de très grandes réserves, ce qui montre qu'en effet, sur les inquiétudes demeurent, y compris auprès des élus locaux que vous êtes. Donc, je vous ai adressé un questionnaire qui a été communiqué à l'ensemble de mes collègues, comme je le fais depuis le tout début, de façon à ce que chacun soit à même niveau d'information sur les questionnements que je peux avoir concernant ce dossier. Et ensuite, je voudrais simplement que vous me donniez un peu le sens que vous avez donné par rapport à vos réserves sur la base de ce questionnaire. Donc, je vous propose que vous le suiviez de façon itérative, en évidemment rebondissant là où vous souhaitez le faire.
Et puis, dans le cas où certaines questions n'auraient pas été traitées, à ce moment-là, on le fera dans le biais de questionnements ultérieurs. Voilà. Bah, écoutez, je vous laisse la parole, chacun à tour de rôle, ou je sais pas, celui qui veut commencer, soit par ordre alphabétique, soit par celui qui lève le doigt. Voilà. Bon, mais si vous voulez bien, Monsieur Hébrard, je vais commencer, si vous permettez. Mais Allez-y, je monsieur vous en Baptiste. prie. Je vous salue et nous n'avons pas le plaisir de nous connaître tout en Vous étant voisins, connaître, mais ça ne pourra mais plus le j'espère dire. qu'on pourra rectifier cela. Voilà. C'est avec plaisir. Madame la Présidente, merci de me donner la parole. Non, c'est Donc, Madame la rapporteure et c'est Madame Monsieur la le rapporteure Président. et Monsieur Monsieur le le Président et Président, Madame le rapporteur, Jean-Louis. c'est parfait. Donc, je pourrais quand même, avant de commencer, sous quelques mots, vous présenter un peu le bassin versant de la Goutte, hein, qui est un bassin d'une superficie de 3500 km², qui se situe quasi essentiellement dans la moitié sud du département du Tarn et qui accueille un peu plus de 210 000 habitants. Il regroupe 1400 km de cours d'eau, avec une géographie relativement contrastée, puisque sur la partie amont, on retrouve un territoire semi-montagneux avec 30% de forêt, 7000 hectares de zones humides de taille modeste et un secteur peu densément peuplé avec une agriculture essentiellement basée sur l'élevage. C'est aussi un secteur qui est, vous en parliez tout à l'heure, Madame la rapporteuse, qui est menacé par l'entrée du climat méditerranéen. C'était un secteur qui était surnommé le château d'eau du Tarn et qui aujourd'hui est impacté par l'entrée de ce fameux changement climatique et par donc le climat méditerranéen. La partie aval, à partir de Castres, est une grande plaine qui accueille de grandes cultures agricoles, irriguées, des milieux aquatiques qui ont été fortement aménagés pour les activités hydroélectriques, la production d'eau potable avec de grands barrages, mais aussi les activités industrielles, toujours bien ancrées ou quasi disparues, comme le délainage. Cela a marqué nos cours d'eau par un remembrement important. Des lits ont été rectifiés et sont fortement incisés avec des cours d'eau de qualité écologique dégradés, notamment dans le secteur de la plaine du Sort et de la Goutte, concernés par le tracé autoroutier et des zones humides qui sont également impactées par cette activité agricole qui dure, vous l'avez dit, depuis très longtemps et qui sont dans un état relativement dégradé également. Donc, voilà en ce qui concerne la première question. Si vous avez des questions supplémentaires, je suis à votre disposition. Et sinon, je laisserai donc la parole à mon collègue, M. Hébrard. Bien, donc merci de me laisser la parole, hein. Bonjour Madame la députée, je n'ai pas eu l'occasion de vous saluer, donc je le fais avec plaisir. Alors, je serai moins précis dans le territoire qui me concerne, hein, si ce n'est pour dire que le Giroux prend sa source. Nous sommes dans des céréales, par contre, traverse un tas de villages et traverse aussi la banlieue toulousaine pour se jeter ensuite dans la Garonne. Voilà, donc avec des enjeux importants aussi. Le changement climatique, nous le vivons depuis quelques années maintenant, et donc je crois qu'il est important de pouvoir travailler là-dessus. Je reprendrai une phrase qui n'est pas de moi, mais de Saint-Exupéry. L'eau n'est pas nécessaire à la vie, l'eau c'est la vie. Donc je crois que nous devons faire très attention quand nous touchons les milieux aquatiques. Donc aujourd'hui, l'inquiétude que nous avons, et nous avons travaillé là-dessus depuis quelques années avec la clé et le sage R. Giroux, c'est la restauration de la qualité de l'eau. Et nous y travaillons depuis quelques années avec des périodes où ces rivières parfois sont à sec, donc c'est très difficile de remettre après de la vie là-dedans. Ensuite, restaurer la qualité de l'eau. Je l'ai dit, je crois que c'est important pour atteindre pour 2027 le bon état de l'eau dans nos rivières. Et l'autre inquiétude que nous avions, c'est les inondations, puisque cette autoroute traverse toute la plaine du Giroux, qui est une zone inondable et qui s'inonde pratiquement presque tous les ans. Et nous sommes inquiets avec une digue qui se fait au milieu de cette rivière entre l'autoroute et la rivière. Donc, une inquiétude sur l'écoulement des eaux et une aggravation, bien sûr, des inondations qui nous inquiètent par rapport à cela. On y reviendra sans doute, on parlera de l'écoulement des eaux après aussi, parce que c'est à mon avis très important. Voilà, situer un petit peu le syndicat Giroux. Alors, avec beaucoup d'affluents aussi, mais on y reviendra aussi dans le cadre des compensations, avec des affluents qui sont quand même importants
et qui peuvent inonder quelques villages chez nous, en Haute-Garonne. Merci, messieurs les présidents. Peut-être que vous pourriez commencer par peut-être répondre à la seule petite question que je vous avais posée, c'est-à-dire savoir qu'on comprenne bien quel a été le rôle des sages, quels ont été les avis que vous avez rendus, comment vous avez constitué votre travail et si vous estimez que la consultation des deux sages a été conforme à ce à ce que cela devait être en pareille procédure. Voilà. Oui, alors, Oui. ah, pardon, allez-y, monsieur Ebrard, je reprendrai après. Oui, donc, alors, des inquiétudes par rapport à la qualité des eaux, c'est sûr. Des travaux qui sont faits sur l'autoroute qui nous ont inquiétés dans notre vallée parce que nous sommes dans une vallée inondable. Et chaque trou qui se fait là, sur mon village, il se fait un pont énorme pour traverser une départementale. À peine on creuse et la nappe est à surface, quoi. Donc, c'est ça qui nous inquiète un peu quand on pense aujourd'hui qu'il ne faut pas toucher ces nappes phréatiques. On y reviendra, je vous dirai après comment ça s'est refermé tout ça. Donc, nous avons travaillé là-dessus pour essayer d'améliorer la qualité des eaux. Et ensuite, avec des bassins de rétention qui sont prévus par rapport à récupérer les eaux de l'autoroute, mais qui à chaque pluie seront pleins. Et comme quand la rivière débordera, ils ne serviront à plus rien. Comment on fera après pour nettoyer ces bassins de rétention parce que l'eau va stagner là-dedans. Et donc, tous les résidus qu'il y a qui seront, à mon avis pollués. Comment on va faire pour entretenir tout ça? C'est des questions que l'on se pose aujourd'hui. Oui, donc en ce qui nous concerne, au niveau du SAGE et au niveau de ce qui nous a été préconisé, nous, on considère que ce qui est prévu rentre dans le cadre du SAGE. On est saisi de manière officielle par les services de l'État sous format dématérialisé en règle générale. Donc, c'est adressé à la clé en charge de la mise en œuvre du SAGE. Et donc, nous avons ensuite une réglementation pour la convocation de la clé, au moins 15 jours avant l'ensemble des éléments concernant la réunion de la clé, soit l'ordre du jour et les éléments du dossier. Toutefois, en cas de délai trop court, des éléments techniques peuvent être envoyés au plus tard 5 jours à la date de la réunion. Et selon les délais et l'impact du dossier sur les milieux, les procédures peuvent varier. Donc, nous sommes toujours saisis avant l'enquête publique. Et aujourd'hui, pour répondre à votre question, Monsieur le Président, je considère que les saisines qui ont été respectées en ce qui concerne le règlement du SAGE et de la clé du SAGE, si c'était la question. Alors, moi, la différence qu'on a eue, c'est que quand on a reçu l'avis, on s'est trouvé un peu juste pour répondre. Donc, on a demandé un délai pour pouvoir travailler le dossier, parce que c'est quand même des dossiers importants. On a demandé ce délai. On a répondu un peu hors délai, mais on a répondu par rapport à cela. C'est un peu ce que je crains dans notre clé, je ne sais pas dans le temps. C'est sur les projets qu'il y a. On est souvent averti quand les projets sont lancés. Et les avis qu'on va donner, souvent, ils sont difficiles à tenir, puisque les projets ont démarré. Donc ça, c'était quand même inquiétant. C'est le cas, bien sûr, pour la 69. Et sur les avis que nous avons donnés, ça arrive un peu tard, puisque le projet, il est quand même maintenant très avancé. Ouais. Nous avons eu 45 jours pour évaluer le dossier. Hein. Donc, ça nous a... C'est vrai que bon, les délais sont toujours trop courts, mais ça nous a permis quand même de pouvoir faire un tour assez complet. Moi, j'avais demandé à mes services de faire une analyse technique la plus complète possible du dossier, de façon à pouvoir présenter à la clé un dossier qui permette vraiment de donner un avis le plus juste possible par rapport à la réglementation du SAGE. Voilà. Donc, nous, on avait demandé un délai. On a répondu, il fallait répondre dans les 45 jours. On avait reçu cet avis le 24 janvier. On a répondu seulement le 9 mars, la veille de l'échéance, mais on a répondu là-dessus parce qu'on a bien travaillé le dossier. C'est pas évident de réunir les membres de la clé pour les avoir tous autour de la table. Donc, on a travaillé surtout en bureau et avec notre technicien qui nous a un peu donné des informations et des risques là-dessus. D'où la réponse, avis favorable, mais avec beaucoup de réserves. Voilà.
Donc, pour montrer qu'on n'était pas négatif, et on a voulu démontrer qu'on mettait un avis favorable, mais maintenant, on attend les réponses sur les réserves que nous avons faites. Et si nous n'avons pas, bien sûr, de réponse, nous considérons que c'est un avis défavorable. Est-ce que justement vous pourriez peut-être nous commenter l'un et l'autre, je vais passer la parole à Madame la rapporteure, mais l'un et l'autre, les avis que vous avez rendus peut-être? Oui. Alors, alors je continue, hein. On a répondu sur les compensations qu'on trouve insuffisantes par rapport à l'enjeu qu'amène cette autoroute. Elles sont insuffisantes parce qu'elles sont dans le cadre de la DUP. Et je pense qu'il faudrait aller plus loin parce que le Giroux, chez nous, a beaucoup d'affluents, a beaucoup d'influence sur le territoire. Et on aimerait aller un peu plus loin dans les compensations, qui ne soient pas qu'une compensation technique, un pour un, quoi. Il faut aller beaucoup plus loin, à mon avis, sur ces compensations parce que ça amènera sur toute la vallée et les autres rivières qui sont des rivières qui débordent et qui parfois débordent dans les villages. Donc, on demanderait un peu plus qu'on travaille un peu sur les compensations. C'est ce qui nous gêne aujourd'hui. Et là, élargir l'enquête au-delà de la DUP, quoi. Et voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, donc en ce qui concerne nos compensations, enfin, les remarques qu'on a pu faire, effectivement, il y a les compensations des zones humides. Et là, on rentre complètement dans le cadre du règlement du SAGE, puisque nous, on demande une compensation dans notre règlement à hauteur de 1,5 fois à 2, et ce qui est proposé par Atosca est à 2,5 fois. Donc là-dessus, sur le problème surfacique, on est au-delà de ce que l'on peut réclamer. Ensuite, au niveau hydraulique, il y a eu quelques questionnements par rapport à la zone du Bernazobres, qui est une rivière qui est quand même fortement dégradée parce qu'elle a été déméandrée, pas par les services, pas par l'autoroute, mais bien avant. Elle a été déméandrée, elle a été rectifiée, elle a été cisée. Et donc, de ce fait, elle est fragilisée. Donc, on a demandé des études qui apparemment sont en cours. Donc, on va avoir les réponses d'Atosca rapidement, je suppose. Mais je rappelle que nous sommes sur des milieux agricoles fortement dégradés et qui sont déjà impactants du fait de leur dégradation. Au vu des compléments de dossier demandés, donc voilà où on en était, nous, donc compensation des zones humides, Bernazov au niveau hydraulique. Ensuite, on a eu, mais je pense qu'on y reviendra, on a eu déjà sur des zones, notamment à Ambajou, qui est une zone qui est fortement impactée par les inondations quand la rivière ou quand les zones sont en crue. Là, on a déjà eu des réunions avec le bureau d'études de CETEC et Atosca dès novembre 2021, en salle et sur site, afin de bien évaluer l'impact hydraulique de l'infrastructure dans un secteur, comme je vous le dis, qui est très sensible aux inondations. Il avait déjà été identifié comme très vulnérable et donc il était nécessaire de se rapprocher encore plus pour avoir des études plus abouties. Dans un deuxième temps, nous avons eu des échanges en mai-juillet 2022 sur les compléments nécessaires au dossier, sur ce volet hydraulique et zone humide. Et depuis l'apparition de l'arrêté interpréfectoral, l'EPAGE à gouttes est associé au volet des compensations et il participe activement au travail à l'invitation de la société Acosta. Voilà. Donc, au niveau de tout ce qui est compensation, puisque bon, c'est le fruit de la discussion, nous avons également des parties associées avec nous qui interviennent. Donc, la fédération de chasse, la fédération de pêche, la fédération départementale. On retrouve aussi sur certaines zones des rhizobiomes, mais aussi la LPO
et France Nature Environnement qui intervient notamment dans le cadre de la clé, hein, puisqu'ils sont membres permanents. Voilà. Donc, je ne vois pas pour l'instant. Je suis à votre disposition pour votre question. Alors, la différence avec nous, c'est que nous avons transmis nos doléances, entre guillemets, et que depuis, nous n'avons eu aucune réponse de ce côté-là, ni de l'État, ni de la DDT, ni d'Atosca, bien sûr, qui ne nous a pas tenus informés de ce qui se passait. D'accord. C'est prévu dans le calendrier ou quand vous rendez vos avis, comment le suivi et la prise en compte de vos recommandations sont en fait assurés? Est-ce que vous faites partie de ces comités de suivi aussi également? Comment ça se passe procéduralement? Alors, on a transmis tout ça aux services compétents, hein, au département, à la région et aux services instructeurs de la DDT. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas de réponse sur ce sujet-là. Voilà. Donc, nous sommes un peu inquiets par rapport à tout ça, quoi. Oui, alors, nous, je ne vois pas. Les services de l'État, si vous voulez, pour nous, enfin, que je suppose pour mes collègues aussi, transmettent l'arrêté préfectoral ou interpréfectoral une fois qu'il est publié, c'est le cas. Il n'y a pas d'obligation, d'après ce que j'ai cru comprendre, pour le préfet de nous informer de la prise en compte ou non de l'avis de la clé. Mais pour l'instant, aucun membre de la clé n'a demandé d'informations complémentaires. Par contre, l'arrêté interpréfectoral reprend une majorité de nos recommandations. Donc, après, c'est vrai que nous sommes allés un peu au-delà de ce qui est prévu par le SAGE pour avoir des compensations complémentaires, on dira, dans le cadre où tout ne fonctionnerait pas comme il faut sur le faisceau de l'autoroute. Parce que c'est vrai que sur les compensations qu'on avait demandées, il était également prévu de sortir du faisceau autoroutier. On est du faisceau autoroutier pour pouvoir faire des compensations si jamais les compensations prévues ne fonctionnaient pas. Donc, Pour l'instant, je dis la même chose, hein, c'est ce que j'ai dit un petit peu en préambule. Hein. Il ne faut pas rester dans le cadre de la DUP, il faut essayer de voir un petit peu ce qui se passe tout, et c'est un bassin versant qui est quand même sensible aujourd'hui. Donc, nous n'avons pas de réponse, mais je vais dire que depuis le début de ce projet, nos avis n'ont pas été bien assimilés, on n'a jamais eu de réponse et on n'a jamais tenu compte de ce qu'on pouvait dire, nous qui sommes concernés, en particulier le village où j'étais maire il y a quelques années et qui est très impacté aujourd'hui, puisque c'est là où on a coupé les arbres, c'est là où on a fait où on creuse et l'eau est juste à surface, etc., etc. Notre avis n'a pas toujours été entendu ou écouté. Et je répète ce que j'ai dit depuis le début qu'on parle de ce projet à la Commission nationale de débat public. J'ai toujours dit oui au désenclavement de Castres et Mazamet, mais nous avions fait des propositions. 15 maires s'étaient réunis pour faire une alternative à l'autoroute. Ça n'a jamais été entendu. Le débat, c'était l'autoroute ou l'autoroute. Donc, cette étude avait été financée par ces maires concernés, financée par la région aussi, financée en partie par le département de la Haute-Garonne. Mais on n'a jamais, c'est pour ça que je suis un peu habitué à ce qu'on ne réponde pas à nos questions. Désolé de. Voilà. Alors, si oui. vous, Monsieur le Président, on n'est plus sur le débat de l'autoroute ou pas l'autoroute, hein. Non, 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 mais ça me fait plaisir de le dire quand même, quoi. Aujourd'hui, vous êtes là pour nous dire, voilà, dans le cadre de la présidence du SAGE, quel est votre avis, et pas sur les solutions alternatives qui auraient pu être évoquées. Peut-être qu'on vous convoquera là, sur cet aspect-là pour pouvoir en discuter. De ce que j'en comprends quand même malgré tout, mais peut-être, Monsieur Batut, vous pouvez me le préciser, c'est-à-dire que vous rendez un avis et les recommandations sont prises dans le cadre de l'arrêté interpréfectoral. Alors, bon, il faudra vérifier La majorité, effectivement, ont été prises dans le cadre de l'arrêté interpréfectoral, hormis celles qui sortaient du cadre du SAGE, si vous voulez. Maintenant, après, nous, on est membre du suivi, du comité de suivi, donc on est invité régulièrement.
Je suis surpris que ce ne soit pas le cas pour mes collègues. Mais donc, après, effectivement, il y aura sûrement des aménagements complémentaires à effectuer parce que peut-être les compensations, notamment sur les zones humides, ne fonctionneront pas aussi bien que ce qu'on peut le souhaiter. C'est toujours délicat de compenser ce genre de choses, mais nous, on a des solutions des mix, hein, puisque c'est ce qu'on avait évoqué sur nos recommandations. On a des mix qui permettent de sortir du faisceau de l'autoroute, mais rester sur le bassin versant, soit du Bernard-Zobre, qui est la rivière concernée, hein, sur notre territoire par le tracé, soit sur le bassin de la Goutte, où là, on a une multitude de terrains de jeu qui nous permettent de compenser allègrement les zones humides impactées et de façon pérenne. Madame la rapporteure, je vois que vous avez levé la main. Oui, merci, Monsieur le Président. Et évidemment, ceux qui veulent s'exprimer et donner leur point de vue sur tel ou tel sujet dans le cadre de cette commission d'enquête sont libres de le faire. Je pense que nous ne sommes pas là pour faire de la censure sur les propos qui peuvent être tenus par les personnes qui sont auditionnées. Alors, j'ai bien entendu tous les deux là, comment l'articulation par rapport au projet et par rapport aux avis que vous avez pu donner et les réserves qui vous ont été faites. Et donc, ce que j'entends, c'est par rapport à la question du suivi, en réalité, de vos avis et par rapport à la question du suivi de vos réserves. Donc, il semble que entre le SAGE, on va dire Tarn, et le SAGE Haute-Garonne, puisque c'est à peu près comme ça que ça Ah se oui. détermine, ces éléments sont plus ou moins bien communiqués. Donc, ça, je peux m'en étonner. Je peux m'étonner également de ce que, alors que l'eau, ça circule partout et que les zones humides, elles sont évidemment liées à des résurgences qui sont situées sur place, mais également à des écoulements, qu'il n'y ait pas un travail plus collaboratif entre les deux sages sur ces sujets-là. Et j'aurais donc plusieurs questions à vous poser. Donc, par rapport à votre avis, comment il a été documenté par rapport au projet. Donc, est-ce que vous avez été en contact avec l'autorité environnementale, avec l'OFB, avec le CNDP? Est-ce que vous avez échangé avec le concessionnaire avant même d'émettre votre avis et donc les réserves? Ensuite, sur la compensation, bon, j'ai entendu que tous les deux, vous pensiez que la compensation pouvait ne pas être suffisante et que vous aviez, pour Monsieur Batul en tout cas, là, des propositions à faire par rapport aux zones humides. Et vous avez raison parce que quand on a supprimé une zone humide qui a mis des centaines d'années à se constituer, c'est pas par la baguette magique que de la volonté humaine qu'elle se reconstitue ailleurs. Et même le plus souvent, ces zones humides ont du mal à se reconstituer. Et c'est bien pour cela qu'il y a une compensation qui est supérieure pour justement permettre à ce qu'on puisse avoir le maximum de chances à ce que la même surface se reconstitue ailleurs. Alors, j'aurais aussi des questions à vous poser concernant les termes tels qu'ils sont indiqués dans l'arrêté interdépartemental, puisque dans l'arrêté interdépartemental, vous dites, Monsieur Battu, que il a repris la majorité, enfin en tout cas une grande partie de vos préconisations. C'est pour tout vous dire, tant mieux et heureusement, puisque c'est d'ordre réglementaire. Et donc, si ce n'avait pas été le cas, eh bien, l'arrêté interdépartemental aurait été hors la loi, si l'on peut dire. Par contre, là où je m'interroge, c'est concernant l'interaction qu'il peut y avoir sur les décisions qui vous échappent en quelque sorte, mais qui vont avoir un impact sur la question de la gestion de l'eau, en particulier sur les prélèvements d'eau qui vont se faire par rapport au chantier, et puis donc évidemment vont impacter les sages et vont impacter évidemment les quantités d'eau que vous allez pouvoir gérer, notamment sur les besoins en eau du chantier sur 120 000 mètres cubes par an en liaison avec les ASA, ASA du Lauragais, Réseau 31, ASA de Blanc et ASA de Saint-Germain. Est-ce que vous avez intégré dans vos avis et intégré dans vos réserves ces prélèvements supplémentaires par rapport à l'eau qui coule et l'eau que vous gérez dans le cadre du SAGE?
Donc ça, c'est ma première question. J'en aurai d'autres. Mais également, est-ce que vous avez parlé, Monsieur Battu, évidemment, des cours d'eau qui avaient été artificialisés avant même la 69, et j'en conviens, puisque ce sont des pratiques qui sont souvent liées à des pratiques d'agriculture conventionnelle qui font on va curer des fossés, même si c'est source de biodiversité. Mais en tout état de cause, dans l'arrêté interdépartemental, il est question également de dérivation définitive de cours d'eau. Donc, il y a 14 cours d'eau qui vont être touchés de façon provisoire, mais il y en a 14 autres qui vont être touchés de façon définitive sur des distances qui sont quand même assez importantes. Et est-ce que cela également est entré dans le cadre de vos études et de vos réserves et par ailleurs, puisque vous nous disiez être associé au comité de suivi, d'ailleurs, je n'ai pas bien compris si les deux étaient conviés ou si vous y participiez tous les deux, à préciser. En principe, 30 jours avant la réalisation des travaux, donc le bénéficiaire fournit au service de police de l'eau des DDT et donc ça vous impacte pleinement les plans d'exécution de ces travaux et de ces rescindements. Et donc, avez-vous été destinataire de ces plans de rescindement et est-ce que vous les aviez intégrés dans l'avis que vous avez donné? Voilà pour ma première vague de questions, si l'on peut dire. Étant observé évidemment que les questions sur lesquelles je vous ai interrogé dans le questionnaire, si on ne les a pas traitées, comme je le disais tout à l'heure, vous pourrez et vous devrez y répondre par écrit et comme ça permettra de compléter les échanges que nous avons aujourd'hui. Merci. Alors, Alors, au niveau hydro, lequel des deux? Emma. pardon. Si vous permettez, Madame la rapporteuse, Oui. pour avoir un avis très technique par rapport au début de la question que vous posiez concernant les masses d'eau pompées ainsi que les impacts hydro. J'ai ma directrice, Madame Gallo-Lebrou, qui est avec moi et qui peut vous répondre sur l'aspect technique que vous souhaitez, si vous voulez bien. Bien sûr, avec plaisir. On l'écoute. Oui, sur l'aspect quantitatif d'un premier point, donc nous sommes concernés par des prélèvements qui vont être conventionnés avec l'ASA de Blanc et l'ASA de Saint-Germain. Ces deux ASA, en fait, achètent des volumes d'eau dans un barrage auprès de l'institution de la Montagne Noire que M. Hébrard connaît très très bien. Donc, ce sont des volumes qui sont conventionnés annuellement et qui sont redéfinis chaque année en fonction de la capacité actuelle du barrage. Donc, j'imagine, mais nous ne sommes pas destinataires des accords qu'il peut y avoir entre les ASA et le concessionnaire autoroutier, mais ces volumes d'eau sont déjà prévus et achetés, en tout cas en ce qui concerne les deux ASA. Pour le coup, c'est un fonctionnement qui est relativement vertueux puisque les préleveurs achètent de l'eau directement auprès d'un producteur, enfin d'un gestionnaire de barrage. Donc, pour le coup, c'est relativement bien compensé. Après, il faudrait interroger les ASA si elles ont pris en compte ces volumes d'eau dans les assolements, etc. Ça, moi, je ne pourrais pas vous donner cette information. Sur l'aspect des reméandrements et Non, j'ai pas compris. Je n'ai pas entendu ce que vous disiez. Vous pouvez pas me donner quelle information? Je ne peux pas vous donner si les associations syndicales autorisées de Blanc et de Saint-Germain ont prévu bien ces volumes d'eau annuels par rapport aux assolements que vont faire leurs irrigants. Ça, je ne pourrais pas avoir l'information. Peut-être que l'institution de la Montagne Noire a l'info, mais nous ne l'avons pas. Par rapport au cours d'eau, il faut savoir que le Bernazobre a été modifié dès le Moyen-Âge, puisqu'au départ, il se jetait dans la rivière Torée et qu'aujourd'hui, il se jette dans la rivière Sor. Donc, c'est un fonctionnement avec de nombreux béals qui, au fil des décennies, alors des béals, c'est des systèmes d'irrigation relativement anciens, qui au fil du temps sont devenus des cours d'eau, etc. Donc on est sur des cours d'eau quand même fortement artificialisés,
On est au-dessous, pour certains, de la nappe même d'accompagnement, qui est un mélange de 3 nappes de rivières. Donc, nous, en ce qui concerne les cours d'eau qui vont être impactés par l'aménagement, ce sont déjà des cours d'eau qui sont très fortement artificialisés dans ces secteurs-là. Et donc, en effet, pour ceux qu'on en connaît, logiquement, il y aura une amélioration. En tout cas, il n'y aura pas une plus forte dégradation de l'état actuel, d'autant plus qu'on a des cours d'eau qui se situent vraiment en périphérie de la ville de Castres, voire au milieu de sa zone industrielle. Donc là, on est des cours d'eau très, très fortement déjà impactés. Pour les 14 cours d'eau sont déjà des cours d'eau. Ce sont des Alors, cours nous, on d'eau. n'en a que 5 sur 14 qui Non, nous c'est ça. concernent. On n'en avait que 5 sur le. Oui, oui, on est d'accord. Voilà. Non, mais moi, je parle pour mon territoire, Bien j'en sûr. suis. D'accord. Et Vous pouvez me les donner, là, les 5, si vous les avez de alors, tête. Sinon, je peux vous les donner, je vous les communiquerai. Je sais oui, c'est gentil. on a les 3 petits cours d'eau qui sont sur la partie Castres et qui arrivent à l'échangeur de Saint-Palais dans la zone nous on appelle la zone industrielle de Mélou. Et on a le plus gros qui est le Bernazobre, où là, par contre, on a vraiment un système fortement dégradé puisqu'on a perdu plus de 10 km de méandres sur ce secteur-là. Et par contre, sur les plans d'exécution, nous ne les avons pas. Ils ne nous sont pas communiqués. Ils ne vous sont pas communiqués Non. et ils ne sont pas évoqués dans le cas du comité de suivi non plus? Nous intervenons que dans le cas du comité de suivi des mesures compensatoires zones humides et sur les suivis des engagements de l'État. Après, on peut être, nous, invités, mais une fois que ces plans d'exé et que tout est calé entre la DREAL et la DDT en tant que gestionnaire ou un pool, j'allais dire, d'acteurs locaux peut se positionner en gestionnaire, que ce soit de ces milieux. Et en effet, on a été interrogé par Atosca pour être après faire le suivi, l'entretien des travaux, mais on interviendra forcément, enfin, en tout cas, post-travaux. Pendant les travaux, c'est nous n'avons Comme pas ils sont communiqués à la DDT ensuite ne prend pas votre attache pour s'assurer Non. de ce que. Non. D'accord. OK. Bien, concernant les ASAC qui ont été évoqués, hein, j'ai l'honneur de présider les eaux de la Montagne Noire. Hein. Donc, pour dire que cette année, on va respirer un petit peu mieux, puisque nos barrages sont pratiquement pleins, que l'an dernier, nous avons connu une année très difficile, que ces 2 ASA ont demandé des compléments d'eau pour terminer leur récolte. Grâce à la bienveillance de la DDT, on a pu lâcher un peu plus d'eau que ce qui était prévu. Donc, pour dire que c'est quand même des choses qui sont fragiles. Alors, aujourd'hui, à travers l'organisme unique, je réunis chaque année toutes les ASA pour faire le point, d'abord sur les niveaux d'eau que nous avons, ou les quantités d'eau que nous avons. Ensuite, je n'ai jamais entendu parler qu'on avait réservé, mais ça c'est leur problème, hein, réservé une partie pour l'autoroute. On discute à travers l'organisme unique des cultures qui sont en place et des besoins d'eau qu'ils auront besoin. Voilà. Mais c'est fort possible qu'ils aient intégré, eux, dans leur demande. Voilà. Ben, ça figure dans l'arrêté interdépartemental là, du 1er mars, avec la quantité qui est prélevée sur chacun, lac du Messal, lac de Geigne, le Sort, par les différentes Tout à ASA. fait. Voilà. D'accord. OK. Et je n'ai pas eu de demande officielle de ces ASA sur dire lâchez-nous un peu plus d'eau pour l'année 2024 par rapport à l'autoroute. Mais bon, c'est quand même anecdotique par rapport à l'irrigation. Sur notre secteur, on n'a pas de réserve d'eau sur l'autoroute N31, hein, je vais dire, si ce n'est que j'ai quand même vu à Tosca, dans les trous qui ont été faits, la nappe phréatique étant à la surface, pomper de l'eau pour nettoyer les routes, quoi. Oui, on a des photos. Ouais. Peut-être ce qui nous a été dit, M. Hébrard, peut-être pour vous rassurer, c'est que l'ensemble de ces ASA, évidemment, comme toutes les ASA qui font des prélèvements, sont titulaires d'autorisation administrative.
qui sont reconduites chaque année. Et ce que nous a dit la DREAL hier, que nous avons auditionné, c'est que évidemment, si jamais il venait y avoir des conventionnements entre les ASA et le concessionnaire, elles seront évidemment dans le cadre de ces autorisations administratives dont elles disposent, et évidemment avec les restrictions qui devraient s'appliquer si jamais il y avait des problématiques de sécheresse, évidemment. Donc tout ça se fait évidemment sous le contrôle de l'administration dans le cadre des autorisations administratives dont disposent ces ASA. Et évidemment, Atosca ne doit pas pomper dans les nappes phréatiques pour nettoyer les routes. Évidemment. Je leur poserai la question à eux, évidemment. Je n'y manquerai pas. Comme j'habite le territoire, je l'ai vu de mes propres yeux, quoi. Voilà. Pour moi, peut-être d'autres. Après, je reviendrai pour d'autres questions. Merci. Oui. Madame la rapporteure, peut-être Madame Hérodi, Madame Ferrer, pareil, si vous voulez bien vous manifester, vous avez des questions à poser. Alors, oui, je vais. Madame Ferrer, allez-y. Merci, Monsieur le Président. Alors, moi, je souhaitais, merci aux intervenants, Monsieur Hébrard. Donc, ma question, et bonjour Madame la rapporteure, excusez-moi, et bonjour, chers collègues. Donc, ma question s'adresserait plutôt à Monsieur Hébrard. Voilà, je souhaitais revenir sur les fonctions. Vous avez parlé des fonctions et sous-fonctions perdues au niveau des zones humides, on dira. Vous avez précisé manque de compensation au niveau de ces sous-fonctions, me semble, hein, si j'ai bien compris, notamment, j'avais noté notamment celle hydraulique, car il n'était pas prévu de compenser une de ses principales caractéristiques. Donc ça, c'est donc une des principales caractéristiques d'une zone humide, à savoir la présence d'eau dans le sol. Donc, cette fonction serait perdue pour 22,5 hectares. Donc, c'est une information qui nous a été donnée par un scientifique que nous avons auditionné, M. Thomas. Donc, ce sont quasiment, a-t-il dit, 4 fonctions qui sont perdues et dont une seule serait uniquement compensée. Donc, 3 fonctions définitivement perdues car elles n'ont pas été répertoriées. Donc, je voulais savoir ce que vous en pensiez. Merci. Alors, on est sur cette zone, sur la zone de Garonne, en zone inondable, et la nappe phréatique, elle est partout, quoi, hein. Je veux dire, à peine on creuse sur cette vallée, on l'a vu avec les travaux qu'on fait à Tosca, le moindre petit trou qu'il fait, il se remplit avec une eau magnifique, et voilà. Donc, que va devenir la nappe phréatique? Je ne suis pas compétent pour vous le dire aujourd'hui. On attendra à travers les études peut-être qui vont être faites ce que ça va devenir. Je me permets quand même d'avoir certaines inquiétudes par rapport à tout cela, et qui est quand même, à mon avis, important pour nos territoires et la vie de notre biodiversité dans cette vallée, qui est quand même riche de ce côté-là. Après, ce que ça va devenir, je ne sais pas si la Tosca nous répondra, ou la DDT, ou quelqu'un plus, quoi, voilà, de ce côté-là. On est quand même aujourd'hui dans le flou artistique, hein. Donc, selon vous, merci de l'écouter. Selon vous, la compensation, en fait, n'est pas à la hauteur Ah non, ça c'est de certain. la destruction qui est faite actuellement. Je ne sais pas les répercussions que ça peut avoir. Sur ma commune, il a été fait un trou énorme pour faire passer un pont qui passe au-dessus d'une départementale. C'était une grande piscine avec une eau magnifique. Et j'ai vu tout ça pendant une grosse semaine, passer des semi-remorques à mener des gros cailloux de la montagne noire, une pelle qui entassait tout ça, et puis des camions de chaux qu'on a déversés là-dedans. Voilà, alors je ne suis pas compétent pour dire si la chaux est quelque chose qui pollue. Ça m'inquiète quand même pour le territoire, quoi, parce que c'est quand même quelque chose qui... Alors, il fallait faire ces fondations, je suppose, pour faire le pont qui va traverser la départementale, mais on a pompé dans ce trou, dans cette nappe, on a amené des cailloux, des semi-remorques pendant je ne sais pas combien de voyages de tonnes, et puis on a mis tout ça avec de la chaux et une grosse pelle mécanique qui a entassé tout ça. Voilà, je ne peux pas me positionner là-dessus, mais je suis inquiet. Excusez-moi, moi j'ai un peu de mal à comprendre. J'imagine que le SAGE de la Haute-Garonne et le SAGE du Tarn fonctionnent de la même manière.
C'est-à-dire que vous êtes saisi, vous J'ai bien avez compris. de, sauf erreur, un avis qui est un avis positif, qui est un peu éloigné quand même, si je peux me permettre, Monsieur Hébrard, de ce que vous évoquez là aujourd'hui, en faisant des préconisations. Ces préconisations, elles sont suivies dans le cadre d'un arrêté interministériel, et il y a un comité de suivi des mesures compensatoires dont on vient de nous dire du côté du Tarn qu'ils étaient présents pour en assurer le suivi sur notamment la question des zones humides. Donc je suis un peu étonné que le président du SAGE du Tarn nous dise cela et que vous ne soyez pas informé ni même présent lors de ces comités de suivi, justement pour bien vérifier que les recommandations que vous avez évoquées, qui sont reprises ou pas, mais ça, il faudra demander à l'administration pourquoi elle le fait pas, mais qu'au moins, dans le cadre de ces comités de suivi, vous soyez informé de tout cela. Voilà. Et peut-être Mais rassuré écoutez, euh, par monsieur eh bien, sur le fait qu'ils avaient demandé des compensations à hauteur de 1,5 fois sur les zones humides et qu'Atosca s'est engagé à faire plus et que bien évidemment, dans le cadre du comité de suivi, eh bien, l'État sera là pour vérifier que les engagements d'Atosca sont bien vérifiés de ce point de vue-là. Donc je m'étonne que le SAGE de la Haute-Garonne soit pas au même degré d'information, au même degré de suivi que celui du Tarn, si vous pouviez m'expliquer. et j'aimerais avoir l'explication, puisque je ne l'ai pas. On a fait remonter nos revendications et nos doléances, et à ma connaissance, le technicien qui gère la clé ne m'a pas fait remonter tout ça, donc on n'en a pas eu d'autres informations, d'autres discussions de ce côté-là. Mais je suis ouvert à essayer de comprendre ce qui va se passer et sur l'enjeu de cette vallée, quoi. Mais en valeur aujourd'hui, je n'ai eu aucune rencontre ni avec Atosca, ni avec qui que ce soit. Monsieur Batut, vous pouvez nous donner, vous, la position qui est la vôtre? La position, vous m'entendez? Oui, la position qui est la mienne, ben, vous l'avez déjà entendue, nous. Non, mais sur le fait que vous soyez bien présent dans ce cadre de ces comités de suivi? Oui, 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 tout à fait. Si c'est pas moi, c'est ma direction. Mais nous sommes présents régulièrement à chaque invitation qui est faite par le porteur de projet. Donc, nous échangeons librement. D'ailleurs, nous ne sommes pas les seuls présents, hein, donc, puisque de mémoire, j'y retrouve France Nature Environnement, la LPO, Fédération de chasse, Fédération de pêche, et tous les usagers de l'eau avec les collectivités territoriales concernées. Et merci pour ces précisions. J'ai relevé, quand j'ai vu toutes ces anomalies, j'ai écrit au monsieur le préfet du Tarn aussi pour signaler ce qui se passait sur le territoire, hein. Je n'ai pas eu de réponse là non plus, là aussi. Écoutez, nous allons réinterroger l'administration pour savoir la raison pour laquelle le sage du Tarn est lui convoqué à ces comités de suivi et pourquoi il n'en est pas de même pour le sage de la Haute-Garonne. Ça me paraît quand même un peu particulier, ce qu'on est sur un arrêté interdépartemental. Donc évidemment qu'on va faire le point avec l'Adréal de ce point de vue-là. Il y a d'autres questions? Ok. Oui, mettez le son. Vous l'avez le son? Oui. Monsieur Hébrard, moi je pense que vous avez une directrice. Oui, j'ai un technicien qui gère le SAGE, oui, et la clé, la commission locale de l'eau, oui. Apparemment, votre directrice était là au dernier comité de suivi. Enfin, moi je l'ai vue, hein. Ouais, Allô, j'ai pas tout entendu. Monsieur Batut vient de dire que, a priori, votre directrice était bien présente lors du dernier comité de suivi. Voilà. Alors, oui, la directrice que nous avons, c'est la directrice du syndicat de l'ERS Giroux, mais pas de la clé. La clé, c'est un technicien qui travaille pour la clé. Oui, mais l'avis qui est rendu, c'est celui du sage de l'ERS, non? Oui, Bon. Donc c'est normal que ce soit lui qui participe à ce comité de suivi. oui, non, mais il m'a pas. Enfin, je crois pas qu'il ait été convoqué, il me l'aurait dit. Si vous voulez, je vais dire ça, M. Hébrard, hein, on est dans le cadre d'une commission d'enquête où les propos qui sont tenus par les uns et par les autres engagent un petit peu, quoi. On est là quand même pour vérifier que les procédures ont bien été respectées. Et quand on vous demande si le sage est présent à ces comités de suivi dans le cadre de l'ERS, vous nous dites que non, a priori c'est le cas. Et donc, c'est embêtant pour nous
Voilà, quand on a affaire, alors je comprends après qu'il y ait eu une méprise ou que vous ayez confondu, il y a pas de sujet, mais voilà, il ne faudrait pas que vos propos après soient mal interprétés dans le cadre de la commission d'enquête qui nous occupe. Donc, on fera le nécessaire, évidemment, pour demander officiellement à l'administration si le sage que vous présidez est bien présent ou représenté dans le cadre de ces comités de suivi. Madame la rapporteure, Non, mais c'était Karen Erodi avait levé la main avant moi, donc il y a pas d'urgence. Madame Mérodi. Merci, Monsieur le Président. C'est une question pour Monsieur Batut. Au regard de votre connaissance des problématiques hydrauliques sur le territoire, pensez-vous que la transparence hydraulique est pleinement assurée par des ouvrages suffisants pour l'ensemble du projet, et plus particulièrement sur les sites du Bernazobre, de Morez-Copon ou à la sortie de Castres? Avez-vous alerté? Oui, excusez-moi, bonjour madame. Non, bon. Ah, pardon, vous n'avez pas terminé? Si vous pouvez le laisser finir la question. Oui. Oui. Avez-vous du coup alerté le concessionnaire et peut-être le bureau d'études CETEC Hydratec sur l'augmentation des risques d'inondation du fait des ouvrages hydrauliques insuffisants dans certains secteurs pour assurer l'évacuation des eaux ou l'alimentation des zones humides? Merci beaucoup. Alors, bonjour madame. Donc, au niveau Morez-Copon, c'est pas sur notre territoire. C'est le nôtre. Après, oui, voilà. Donc, après, sur les autres, notamment, je vous en ai parlé tout à l'heure, il s'agissait de la zone d'Ambajou, qui est une zone à fort, à fort potentiel d'inondation. Donc, effectivement, là, nous avons des réunions régulières avec Atosca pour faire en sorte de trouver des solutions qui permettront de minimiser l'impact des zones inondables. Ensuite, au niveau de l'écoulement des zones humides, je vous rappelle que chez nous, en tout cas, la majorité de ces zones humides sont dans un état dégradé. Certaines sont même cultivées. Donc, les compensations que nous pourrons apporter seront largement positives par rapport à l'état aujourd'hui de ces zones. Voilà. Et qui sont en plus, pour la majeure partie d'entre eux, des zones de faible densité. Voilà. Au niveau surfacique. Pour vous, la Par rapport transparence hydraulique est pleinement assurée, du coup. Hein? C'est pleinement assuré, c'est un peu. C'est pas pleinement assuré puisqu'on est encore en discussion avec Atosca. Là, on arrive aussi à des limites techniques. C'est-à-dire que sur cette zone-là, le débordement de cours d'eau est la dernière action en fait d'inondation. C'est-à-dire que d'abord, on est inondé par des ruissellements sur terrain agricole qui sont généralement à nu. Ensuite, nous avons, comme l'expliquait très bien M. Hébrard, hein, on est sur le même principe. Donc, on a les remontées de nappes, puisqu'on a des cours d'eau qui sont, enfin, des nappes perchées par rapport aux cours d'eau qui sont fortement incisées. Et après, on a le débordement de cours d'eau. Techniquement, et les limites scientifiques font que aujourd'hui, on arrive à estimer un débordement de cours d'eau, à estimer avec les erreurs d'appréciation du ruissellement tout ce qui est remontée de nappe, c'est extrêmement compliqué. Donc, dire que c'est pleinement assuré, on ne peut pas le certifier puisqu'on a ces limites scientifiques. Merci beaucoup. Et du coup, Monsieur Ebrard, sur la zone qui est sur votre territoire. Mais ça a été signalé, je crois, en préambule, quand on a donné un avis sur, quand la Claire a donné un avis sur les bassins de rétention. On ne sait pas trop comment ça va se remplir avant que ça déborde. Qu'est-ce qu'on fait après pour les faire évacuer? On est sur le terrain très plat. La nappe phréatique, elle est pratiquement tout le long de l'autoroute. On est en plein dedans. On est dans l'incertitude aujourd'hui. Je ne sais pas si quelqu'un peut nous répondre sur l'avenir de ces sujets-là, qui sont quand même majeurs pour l'avenir du territoire. Hein. C'est des corridors où il y a énormément de biodiversité et nous sommes très inquiets par rapport à cela. J'espère que nous sommes inquiets à tort, hein, mais pour le moment, on ne nous a pas démontré qu'on allait résoudre ces problèmes-là.
Peut-être pas totalement, mais au moins en partie. Et là, aujourd'hui, j'attends les réponses. Merci beaucoup. Il y a d'autres questions? Madame la rapporteure? Oui, merci. Moi, je voudrais revenir sur la question des mesures de compensation, puisque c'est quelque chose que vous partagez comme analyse et les préconisations que vous avez faites, et particulièrement, Monsieur Battu, vous avez indiqué que vous aviez des surfaces qui étaient disponibles, mais encore faudrait-il élargir la DUP. Mais dans quel cadre légal vous pensez que cela puisse fonctionner? De quelle façon cela peut s'articuler aujourd'hui avec les PLU et PLUI et à quel titre on pourrait avoir un élargissement des zones qui étaient couvertes par la DUP. Et est-ce que vous pensez que si ça n'était pas le cas, à ce moment-là, cela veut dire que la compensation, enfin, puisqu'on n'a pas évité, puisqu'on n'a pas réduit, ça veut dire qu'on est sur le C de RC. Et à ce moment-là, est-ce que ça pourrait vous conduire à donner, in fine, un avis défavorable? Alors, d'abord, on n'a pas besoin, je ne pense pas qu'on ait besoin d'une DUP pour pouvoir compenser en dehors du faisceau, puisque là, on est dans le cadre de la GEMAPI, donc c'est notre domaine de compétence. Ensuite, nous, les zones, dans l'hypothèse où ce qui est prévu ne fonctionnerait pas, effectivement, nous avons des zones qui sont disponibles, soit sur je vous l'ai dit, soit sur le bassin versant du Bernat-Zobre ou plus haut sur le bassin versant de la Goutte. Donc, on est toujours sur le même bassin versant. Et il n'y a aucune raison pour que notre avis change, puisque moi, je suis intimement persuadé que nous arriverons à compenser de façon vraiment positive les zones concernées qui, je vous le rappelle, sont déjà fortement dégradées, pour ne pas dire inexistantes pour certaines. D'accord, mais du coup, qui c'est qui a la maîtrise foncière de ces zones? Parce que là, je ne connais pas le secteur dont vous me parlez. Qui c'est qui a la maîtrise foncière de ces zones que vous avez repérées comme pouvant être utilisées en compensation? Allez-y. Alors, on a des zones qui sont aujourd'hui en maîtrise foncière et on cherche des moyens de financement, tout simplement pour restaurer ces zones humides dégradées qui sont propriétés soit de la Fédération départementale des chasseurs, soit du conservatoire d'espaces naturels, le CEN. Nous pouvons aussi, nous avons certaines collectivités qui ont des zones humides qui sont de leur propriété. Et après, nous avons, on a tout un réseau d'agriculteurs qui souhaitent travailler sur des fermetures de fossés, sur de la remise de vie, j'allais dire, dans leur sol agricole et de réintégrer ces zones humides dans leur exploitation. Et donc, ils sont tout à fait favorables. Donc, nous, on a tout un réseau d'acteurs qu'on peut proposer aux concessionnaires le cas échéant. Je vous rappelle, excusez-moi, je vous rappelle que nous avons un réseau donc, de 7000 hectares de zones humides, alors qui sont plus ou moins en état, mais nous sommes encore en cours de recensement et on pense que quand on aura terminé, on sera aux alentours des 10 000 hectares de zones humides, essentiellement sur la partie montagneuse, la partie haute du bassin versant, mais qui est le château d'eau de la Goutte. Donc de ce côté-là, pour au niveau des compensations, ce qui nous manque le plus, si vous voulez, c'est l'argent plutôt que la surface. Les superficies, on les a. Voilà. Alors, j'allais y venir sur la question de l'argent parce que je suis aussi à la commission des finances, donc particulièrement sensible à cette question. Mais cet argent, vous pensez vous l'avez ou vous pensez l'obtenir de qui? Dans le cadre des mesures compensatoires, soit du concessionnaire, soit de qui voudra bien nous le donner. De ce côté-là, on n'est pas très regardant. Alors, Mais je pensais juste, vous savez, je pensais juste à des questions simplement juridiques de compensation financière qui pourraient mettre le concessionnaire du coup pas forcément dans l'équilibre financier de la concession. Donc, vous l'avez évalué à combien? Vous avez fait des évaluations financières là?
Il n'y a pas eu de demande de leur part. Donc, pour l'instant, nous, on leur a proposé certains sites, si tant est qu'ils en aient besoin. Pour Ouais. l'instant, ils souhaitent rester sur les sites qu'ils ont eux-mêmes définis. Pour l'instant, nous ne connaissons que les plans de gestion qui ont été validés et approuvés par les services de l'État. Et donc, on est mis, j'allais dire, à contribution une fois que les travaux de compensation seront réalisés. Donc, pour l'instant, il n'y a pas eu de demande de la part de rechercher d'autres sites, si ce n'est, il me semble, auprès de la Fédération de chasse. Mais là, il faudrait poser la question directement à la Fédération de chasse. Donc, en fait, de votre part, c'est de la prospective, mais Atosca n'a évidemment pas fait de demande en ce sens. C'est bien Donc, ça? Je résume bien? c'est ça. D'accord. Ok, donc je m'étonnais que Atosca devienne le défenseur de la zone humide, mais bon. Ok, j'ai bien Ça compris. fait partie du mix que l'on propose dans le J'ai compris, cadre. j'ai bien compris. Merci. Monsieur Hébrard, est-ce que vous êtes sur Oui, cette... Oui, oui, alors, on n'est pas du tout sur le même territoire, hein. Nous, on est sur une vallée extrêmement fertile et aujourd'hui, compenser sur cette zone-là, ça sera très difficile, hein. Il n'y a pas 1 mètre carré de terre qui n'est pas cultivé. C'est une plaie. D'après la Chambre d'agriculture, meilleure terre de Haute-Garonne, hein, cette vallée. Donc, pour laisser de la compensation sur ce territoire, il faudra voir ailleurs où est-ce on peut les trouver. Ça ne sera pas facile. Peut-être sur des délaissés de l'autoroute, hein. Il y a peut-être des actions à mener, mais à valeur aujourd'hui, moi, je ne vois pas de solution pour les compensations. Il faut qu'on les travaille. On peut les trouver peut-être ailleurs, mais ce n'est pas du tout le même territoire que notre collègue du Tarn, hein, où il y a quand même des zones qui sont, à mon avis, peut-être récupérables pour compenser. Ce n'est pas du tout le cas chez nous. Merci. Allez-y, Madame la rapporteure, je ne sais pas. non, c'est bon pour moi là au niveau des questions à ce stade. Ferrer, enlevez votre micro. Je remets mon micro, c'est bon? Non, merci, Monsieur le Président, c'est bon. J'ai fini. Écoutez, très bien. Merci à tous les deux. Madame la rapporteure, peut-être, pardon, si vous voulez. Oui, non, mais juste remercier les deux présidents de SAGE de leurs réponses. Déjà, sur l'instant, ce n'est pas un exercice facile, surtout sur ces sujets techniques. J'aurais peut-être juste une petite question. Là, vous me parlez de l'articulation entre DUP et GEMAPI. Il faudra que je creuse parce que là, je ne maîtrise pas suffisamment. Vous êtes sûr qu'il y a, par rapport, la loi GEMAPI permet de se soustraire à la DUP par rapport aux zones qui sont susceptibles d'être compensées? C'est une question parce que là, je ne maîtrise pas. Donc, si vous me dites oui, c'est que bah, je vous fais confiance parce que vous l'avez recherché. Alors, c'est pas forcément sur la déclaration d'utilité publique. Alors, sauf, je ne suis pas juriste, hein. Donc, il faudra que moi-même, je vérifie. Mais en effet, donc, dans le cas du SAGE et d'une disposition du SAGE, on propose en effet de pouvoir compenser et de faire un fonds de compensation. Ah oui, mais Quelque part, voilà. Et donc, ouais. dans le cadre de la DUP, s'ils ne peuvent pas compenser dans le faisceau, c'est ce qu'on avait proposé, on pouvait proposer des secteurs avec un panel de solutions qui amène une compensation à hauteur du milieu humide impacté. Ah oui, d'accord, mais on est bien d'accord que du coup, c'est une proposition, mais qui est hors le champ de la DUP et donc avec pas les mêmes prérogatives, ni en termes d'indemnisation, ni quoi que ce soit. D'accord, d'accord. Bah, alors là, je suis d'accord. OK. Merci de la précision. Eh ben, écoutez, alors du coup, je n'ai plus de questions et merci en tout cas de votre présence et de vos réponses et évidemment de compléter sur les sujets très pointus là, que je vous ai envoyés dans le cadre du questionnaire à la hauteur de ce que vous avez en connaissance sur ces questions-là. Merci beaucoup, bonne fin de journée. Merci, messieurs les présidents. On va mettre un terme à cette audition, vous remerciant de votre présence et de la clarté de vos propos. Merci à tous les deux. Simplement pour rappeler aux collègues que demain, nous auditionnons à 10 heures le concessionnaire. Voilà. Merci, bonne fin d'après-midi à tout le monde. Merci, Monsieur le Au Président. revoir. Merci, Au Madame la revoir. rapporteure. Au revoir. Merci.